Bonjour et bienvenue sur Codable avec François Jolin. Aujourd'hui je vais vous parler de Bitcoin. On en parle beaucoup parce qu'il vient de faire son plus haut historique et il aiguise l'appétit maintenant des investisseurs institutionnels comme les fonds de placement ou les banques. Pour ceux qui auraient tout loupé et qui se demandent comment ça fonctionne, je vous propose un tuto. On verra la différence entre Bitcoin et vos euros en 3 points pour y voir plus clair. Vous êtes sur Codable, c'est parti. C'est ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles bouleverser notre vie ? Alors on commence donc ce tuto en 3 points avec le premier, le classique, celui qu'on entend partout. Bitcoin est une monnaie décentralisée. Qu'est-ce que ça signifie ? Si on regarde l'euro, l'euro est géré par la Banque Centrale Européenne, la BCE. C'est elle qui choisit les paramètres de la monnaie, comme la création monétaire, la validation des transactions, le taux directeur qui donnera le taux de crédit pour les particuliers et les entreprises. La BCE, évidemment, ne peut pas gérer l'ensemble de ses utilisateurs, des entreprises et des transactions au niveau de l'Union Européenne. Elle va donc trier au compte-gouttes des entreprises capables de gérer localement l'euro en son nom. C'est ce qu'on appelle les banques, qui ont une licence bancaire qui permet de, on va dire, faire comme la BCE pour les particuliers et les entreprises. Le système repose donc intégralement sur la confiance en la BCE de la bonne gestion de son euro, et aussi dans la confiance des banques qui sont l'intermédiaire entre nous et la BCE. Pour le Bitcoin, c'est différent. Toutes les règles de gestion du Bitcoin, c'est-à-dire la validité d'une transaction, c'est-à-dire les paramètres et la création monétaire de la monnaie, tous ces paramètres et ces règles de gestion sont publics. Ils sont figés et prennent la forme d'algorithmes. De même que n'importe qui veut participer à Wikipédia doit respecter les règles et le règlement utilisateur, n'importe qui peut participer au registre Bitcoin, appelé blockchain, à condition de suivre les fameuses règles algorithmes. Dans le cas de Wikipédia, ce sont des humains qui participent et la vérification se fait par un examen manuel de l'article. Est-ce que les sources sont bonnes ? Est-ce qu'il n'y a pas de faute de français ? Est-ce que l'article est cohérent ? Voilà. Dans le cas du Bitcoin, ce sont des machines qui participent en exécutant les fameuses règles algorithmes. Ces algorithmes sont le plus souvent du cryptage, dont le nom que l'on donne de crypto-monnaie. Ils produisent, et c'est important, ils produisent des résultats vérifiables mathématiquement. Ainsi, n'importe qui peut participer à Bitcoin et n'importe qui peut vérifier mathématiquement l'exactitude du travail accompli par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas besoin de faire confiance, puisque les résultats sont prouvables mathématiquement, la monnaie peut donc se décentraliser. Le deuxième point de Bitcoin par rapport à vos euros, c'est que Bitcoin est une monnaie 100% numérique. On voit souvent dans les articles de presse des jetons Bitcoin, c'est-à-dire des jetons comme des jetons un peu de poker ou des jetons comme des jetons d'or avec un B dessus. Ces jetons-là ne sont que figuratifs, ça sert de déco, mais en aucun cas ils ne représentent du Bitcoin. En aucun cas, un jeton que l'on voit souvent physique dans les articles pour illustrer les propos de l'auteur ne vaut une valeur en Bitcoin. Il ne vaut que leur valeur en poids du métal, mais il ne vaut rien du tout de Bitcoin. À vrai dire, en fait, le Bitcoin est 100% numérique, et posséder du Bitcoin, c'est surtout posséder des identifiants pour vous authentifier auprès du registre. C'est exactement comme votre carte bancaire. Il n'y a pas d'argent dans votre carte bancaire, mais des identifiants pour donner l'ordre de transaction à votre banque depuis le commerçant que vous achetez. Vos bitcoins restent donc, comme vos cartes bancaires, vos bitcoins restent donc dans le registre en ligne, et une transaction revient à un passage de propriétaire au sein du registre. Et donc ce que l'on possède dans le bitcoin, ce n'est que vos identifiants pour vous authentifier sur le registre. L'euro aussi, en fait, est quasiment numérique, puisque 90% des euros en circulation sont numériques. Vous ne les détenez pas en main propre, vous possédez des identifiants comme une carte bancaire ou un compte en ligne pointant vers vos euros. Les 10% restants des euros qui ne sont pas en ligne sont les billets et pièces qui, eux, pour le coup, sont physiques et on les possède vraiment dans notre main. Troisième point, et c'est un peu, on va dire, le plus compliqué aussi, un peu le plus mystérieux qu'il y a dans Bitcoin et dans vos euros, c'est une monnaie énergétique au stock limité. Alors une monnaie énergétique, j'ai vraiment détaillé ce que c'était dans une vidéo Codable disponible sur YouTube, donc je vous invite à aller voir la vidéo, elle est beaucoup plus pédagogique que peut être n'importe quel podcast, donc je vous invite à aller voir pour vraiment voir en détail ce que j'appelle une monnaie énergétique comme l'or ou le Bitcoin et les avantages qu'il y a par rapport à l'euro. Là je vais en retirer juste quelques éléments pour ce podcast seulement. Donc on reprend. Le troisième point, c'est une monnaie énergétique au stock limité. Il faut déjà savoir que la création monétaire de l'euro
avant même de passer du Bitcoin, la création monétaire de l'euro reste souvent bien mystérieuse pour beaucoup de gens. Donc je vais essayer de l'expliquer rapidement ici. Ce qu'on appelle la fameuse planche à billets, c'est-à-dire créer des billets et des euros à la machine sans rien faire, représente en fait une minorité d'euros créés. La majorité des euros sont créés par l'émission de crédit par les banques commerciales. C'est-à-dire quand une banque vous donne un crédit de 200 000 euros, elle ne prive pas quelqu'un de 200 000 euros. Elle ne prend pas 200 000 euros de sa poche, elle crée 200 000 euros ex nihilo, de nulle part, et c'est là d'où vient la création monétaire. Et la création monétaire va être, on va dire, consolidée quand vous allez vous rembourser votre crédit avec, pour le coup, du vrai argent et du vrai salaire, quoi. C'est à ce moment-là qu'il y a, à proprement parler, création monétaire. Alors la BCE, évidemment, fait marcher la planche à billets en créant des euros ex nihilo, pièces, billets et autres, mais elle joue aussi sur le deuxième tableau en fixant le taux directeur qui va donner une indication de crédit aux banques, aux entreprises et à la fin, évidemment, pour les particuliers. Donc la masse monétaire de l'euro grandit sans cesse en fonction des politiques monétaires. Et c'est très important, en grossissant trop, elle peut entraîner ce qu'on appelle une hyperinflation, c'est-à-dire que la monnaie finit par ne plus rien valoir, et ça va ravager la monnaie, l'économie et l'épargne de tout un pays. C'est-à-dire si vous avez eu 30 000 euros sur votre épargne, si l'euro se met à valoir quelques centimes tout d'un coup, votre épargne part totalement à la poubelle. Évitez que des politiques créent trop d'argent pour rembourser leur crédit ou pour balancer des dettes comme pas possible, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Covid. Éviter cette hyperinflation et de cette dévaluation de la monnaie où la monnaie finit par plus rien avoir parce que le gouvernement en imprime tellement et en crée tellement qu'au fin de compte on n'en peut plus, c'est justement ce que souhaite éviter le Bitcoin. Et il va le faire grâce à ses règles algorithmes. Il existe, grâce à ces règles algorithmes, une limite et un taux d'émission monétaire qui est infranchissable, évitant une création monétaire trop forte. Voyons ça plus en détail. De même que pour produire de l'or, il faut nécessairement dépenser de l'énergie en minant, pour créer du Bitcoin, les participants doivent suivre les fameuses règles algorithmes, qui obligent à de lourdes dépenses énergétiques. Et encore une fois, cette dépense d'énergie, ce résultat, est parfaitement vérifiable mathématiquement par autrui. C'est-à-dire que n'importe qui peut vérifier qu'un Bitcoin a bel et bien nécessité une dépense d'énergie fixée à l'avance, quoi. Ce modèle de dépense énergétique est souvent pointé du doigt pour sa pollution, mais permet de naturellement réguler la création monétaire. Il n'existe pas un seul Bitcoin qui a été créé en dehors des règles algorithmes et sans avoir nécessité de lourdes quantités d'énergie. Enfin, de même que le stock d'or est à jamais fixé, le stock de Bitcoin ne dépassera jamais les 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, à titre indicatif, nous en sommes à 18,5 millions déjà minés, déjà créés par la communauté. Bitcoin est donc une monnaie atypique au carrefour entre l'or et Internet. Ces caractéristiques permettent une diversité monétaire trop longtemps cantonnée aux seules monnaies et permettent d'avoir des garanties solides comme est l'or et une facilité d'usage comme sont les euros, les dollars ou autres qu'on s'échange par Internet. Voilà, c'est donc la fin de ce podcast sur Bitcoin et la différence entre Bitcoin et vos euros. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Ciao!